Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e rendez-vous du biodéchet. Je me présente Paul Panier, je fais partie de l'équipe communication et marketing de chez Green Creative. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Mawena Tendar qui va suivre les questions sur le chat. Nous avons le plaisir d'accueillir Angélique Lotte, directrice chez QSE Consult. Bonjour Angélique. Bonjour à tous. Et de Laurent Thierry, directeur travaux chez le groupe Pizzorno Environnement. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Super heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire 2 mots à propos de Green Creative et des rendez-vous du biodéchet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Green Creative est présent dans la filière du biodéchet depuis plus de 10 ans, et notamment grâce à son déconditionneur FlexiDry. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de lancer les rendez-vous des biodéchets, une série de webinars qui permet aux acteurs de la filière de se rencontrer, d'échanger et d'apporter leur retour d'expérience. À l'agenda du jour, réglementation et biodéchets. Donc, on vous propose 15 minutes de discussion avec Laurent et Angélique et 15 minutes où on aura l'occasion de répondre aux questions que vous aurez préalablement posées dans l'onglet questions-réponses ou Q&A. Donc, je propose qu'on commence tout de suite. Première question, je vais me diriger vers Angélique. Une question relativement simple, mais qui attend une réponse un peu plus complexe. Où en sommes-nous aujourd'hui, Angélique, dans la nouvelle réglementation liée à la valorisation des biodéchets et notamment liée au site de déconditionnement? Alors, le ministère de la Transition écologique avait mis en consultation jusqu'à fin mai 3 textes, créant donc une nouvelle rubrique d'installation classée pour les unités de déconditionnement de biodéchetterie à la source en vue de leur valorisation organique. Cette évolution permet d'alléger les démarches applicables aux installations et plus particulièrement pour celles souhaitant déconditionner plus de 10 tonnes par jour de biodéchets emballés. La nouvelle rubrique ICPE numéro 2783 soumet les installations déconditionnant moins de 10 tonnes par jour au régime de la déclaration et au régime de l'enregistrement, celles qui déconditionnent plus de 10 tonnes par jour de biodéchets emballés. Cette nouvelle rubrique, numéro 2783, prend en compte les enjeux spécifiques liés à la prévention des nuisances olfactives et à la prévention de la pollution des sols, du sous-sol et des cours d'eau. Il est important que je précise qu'actuellement, les installations qui déconditionnent plus de 10 tonnes par jour sont encadrées par la rubrique numéro 2791 qui soumet à autorisation diverses installations de traitement de déchets non dangereux. De ce fait, la création de cette nouvelle rubrique 2783 revient à alléger les contraintes qui portent sur les installations traitant plus de 10 tonnes par jour. Donc, ces grandes installations seront donc soumises à un arrêté fixant des prescriptions générales. Celle-ci prévoit notamment que les installations ne soient pas implantées, par exemple, dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau, ni à moins de 35 mètres d'un puits, d'une source et d'un rivage, ni à moins de 50 mètres d'une habitation et d'un établissement recevant du public. L'arrêté fixe aussi les modalités d'exploitation, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Ces dernières visent en particulier la nature des déchets entrants, avec entre autres les conditions particulières applicables aux biodéchets non emballés, ou alors pour les biodéchets emballés dans du verre, ainsi que les conditions aussi des zones d'entreposage et le temps de séjour des déchets. Le texte encadre également les critères de qualité applicables à la pulpe organique, donc produite par l'unité de déconditionnement. Donc, ces critères sont principalement basés sur le respect de seuils concernant la présence de plastique, de métal et de verre. Concernant les éventuelles pollutions et nuisances, le texte prévoit le traitement avant rejet des eaux susceptibles d'être polluées. Il encadre les émissions dans l'eau et fixe les valeurs d'émissions. Il y a également des dispositions prévues
pour limiter les nuisances liées aux odeurs. Par exemple, le déconditionnement devra se faire dans un bâtiment fermé et il y aura également l'étanchéité des zones d'entreposage à prévoir. Il y aura également la limitation liée au bruit avec des valeurs limites d'émergence. Et en fait, les installations qui traitent moins de 10 tonnes par jour seront également soumises à déclaration et feront donc l'objet d'un second projet d'arrêté. Alors, il faut savoir qu'il y a la partie réglementation et CPE et la réglementation sanitaire. Donc là, c'est pareil, ces installations devront mettre en place une méthode HACCP pour monter un dossier de demande d'agrément sanitaire. Voilà, pour résumer un peu la situation, le contexte actuel. Super, merci beaucoup Angélique pour ces éclairages très précis. Donc d'un côté l'ICPE, de l'autre aussi les exigences sanitaires. Désormais, je vais me tourner vers Laurent. Laurent, vous avez, avec Pizzorno Environnement, installé une ligne de déconditionnement il y a tout juste 2 mois, donc une histoire très récente. Et donc, vis-à-vis de la réglementation qui évolue, comme Angélique nous l'a expliqué, comment est-ce que vous avez pu avancer dans votre projet malgré les zones d'ombre et les incertitudes qui entourent cette législation? Alors oui, effectivement, nous, le projet, la concrétisation de ce projet est assez récente. Effectivement, on a mis en service début mai. Par contre, la réflexion sur le projet biodéchets date maintenant de presque 10 ans dans le groupe Pizzorno. Et donc, effectivement, on a fait évoluer le projet au fur et à mesure de la réglementation. C'est vrai que les premières réflexions concrètes niveau biodéchets chez nous, c'est les années 2014-2015, où on savait que sur nos 2 installations de stockage varoises, on avait des dossiers de renouvellement et d'extension et de développement à réaliser. Et donc, on avait intégré dans nos projets d'unité de tri d'évaluation de déchets non dangereux une part de traitement de biodéchets. Donc, à l'époque, c'était assez basique. Enfin, on était parti sur du compostage en tunnel. Par contre, la partie effectivement des conditionneurs était assez sommaire. On ne parlait même pas de déconditionneur à l'époque techniquement. C'était un broyeur ouvre-sac en entrée. Et c'était à peu près tout. Donc, on a eu un peu de temps pour avoir nos arrêtés sur cette base-là. On les a eu finalement en octobre 2019. Et donc, on est autorisé depuis octobre 2019 avec la rubrique effectivement 2791 pour le traitement de déchets non dangereux, la 2716 pour le tri transit, la 2780 pour le compostage, et on a une rubrique 35-32 pour les IED. Donc, voilà, ça c'est notre base aujourd'hui, donc pour hauteur de 10 000 tonnes par an de traitement biodéchets par compostage. Alors, c'est sûr qu'entre 2014-2015, les premières réflexions et le montage du dossier, et 2019, l'arrêté, il y a eu beaucoup d'évolutions réglementaires, techniques et même d'attentes de nos clients. 2015, quand on a déposé le dossier, le biodéchet, c'était la phase 3 de la fusée qui devait être plus ou moins mise en œuvre éventuellement en 2025 si les collectivités le demandaient. Aujourd'hui, c'est clairement la grosse demande et c'est passé en priorité. Donc, c'est même la première étape du projet qu'on a finalement réussi à réaliser. Donc, on a, courant 2010, une fois qu'on a eu l'arrêté préfectoral, donc en 2019, courant 2020, on a remis un peu le dossier sur la table, à la fois techniquement, réglementairement, pour essayer de recaler et recaler les choses et le projet par rapport à la demande réelle aujourd'hui. Il se trouve que le gros de notre demande aujourd'hui, nous, c'est pas les collectivités, justement, c'est les déchets industriels, essentiellement les invendus de grande surface. Donc, c'est le gros du tonnage qu'on traite aujourd'hui. Et donc, on a eu besoin de toute l'année 2020 pour évaluer la performance des différents process de décussionnement, puisque c'est vraiment ce point-là crucial à l'amont du traitement. Donc, on a mis à jour nos projets, on a fait tourner nos business plans, et donc en fin 2020, on a effectivement commandé le FlexiDry par rapport au déconditionnement, et on est toujours en réflexion sur la partie traitement, compostage. Il faut savoir que sur la région, donc, nous, on est implanté dans le Var. Niveau process méthanisation, c'est très compliqué puisqu'on n'a pas d'exutoire pour les digestats notamment, donc les business plans sont très mauvais. Et le process compostage est également assez coûteux à mettre en place. Et au final, on se rend compte que d'exporter nos soupes de biodéchets assorties de décussionnaires vers des méthanisations qui existent hors département et même hors région,
nous revient moins cher. Donc voilà, on est toujours en réflexion de savoir ce qu'on dégaine la deuxième partie du projet, à savoir un traitement in situ. Donc en amont du projet, de sa formalisation, effectivement, nous on a recadré aussi avec notre inspecteur des installations classées, sachant effectivement les projets d'arrêté ministériel qui étaient dans les tuyaux. On a vu avec lui comment on allait pouvoir articuler le projet et à quelle sauce on allait être mangé. Donc notamment sur la partie des conditionneurs, on a vu avec lui pour prendre en compte les tendances des nouveaux textes. Donc effectivement la partie sur la qualité de la soupe notamment, c'est ce qui nous a guidé principalement sur notre choix de process. On a bien vu que la tendance est quand même d'avoir le maximum de valo et de retour au sol, et donc d'avoir une qualité de soupe, quitte à perdre un petit peu en débit de machine par rapport à d'autres process. Donc l'idée, c'était de se dire, si on n'atteint pas les seuils, étant donné que les seuils étaient encore assez flous et d'ailleurs ne sont toujours pas exactement fixés, avec cette machine-là, on ne sera pas les seuls, puisque a priori, c'était la meilleure, celle qui offrait les meilleures garanties sur la qualité. Donc, si nous, on n'y arrivait pas avec cette machine-là, on ne serait pas les seuls à devoir se battre, se plaindre auprès de l'administration. Donc, c'était la réflexion. L'autre flou qui reste au-delà de la réglementation, c'est sur la qualité des déchets entrants. Aujourd'hui, les collectes, notamment collectes sélectives sur les collectivités, n'existent pas ou très peu, en tout cas chez nous. Donc, c'est surtout des grandes surfaces. Donc là, nous, on les accompagne sur la mise en place des collectes, sur le type de contenant, sur les contrôles qualité qu'ils doivent faire en amont pour éviter que chez nous arrivent des déchets qui sont inappropriés. Et c'est vrai que c'est des choses, des points qui… En fait, on développe le projet au fur et à mesure que la réglementation et que les besoins avancent. On fait les deux en parallèle et on s'adapte au fur et à mesure. C'est vrai que c'est un projet qui évolue et qui évoluera sûrement encore dans les mois prochains, avec notamment la sortie de l'arrêté ministériel. Ok, merci beaucoup Laurent pour ces explications et de mieux comprendre comment vous avez procédé. Est-ce que Angélique voulait peut-être réagir par rapport à ce que Laurent vient de nous parler? Ah, vous êtes en mute, Angélique. Oui, pardon, excusez-moi. J'aimerais simplement rebondir par rapport à la partie effectivement ICPE sur des projets comme cela. Effectivement, on a hâte d'avoir cette nouvelle rubrique parce que c'est vrai que c'est un travail qui est assez complexe avec les inspecteurs et en même temps, ce sont des projets qu'il faut vraiment anticiper déjà par rapport au budget nécessaire pour la partie infrastructure. Voilà. Juste pour compléter mon propos, donc on a eu un arrêté préfectoral complémentaire en avril, juste avant la réception de la machine, fixant un peu le cadre de l'utilisation de ce déconditionneur qui n'était pas du tout prévu dans notre DDAE et dans notre AP initial, qui reprend globalement les grandes lignes du projet d'arrêté ministériel. Et on a fait aussi une demande d'agrément sanitaire SPA3 qui est toujours en cours d'instruction. Ok, super. Merci pour ces précisions. Je vois l'heure qui passe rapidement. Est-ce que vous… Alors, j'ai une dernière question pour clôturer cette première partie de ce webinaire. C'est est-ce que vous, alors Angélique, vous, Laurent, vous avez des conseils sur des écueils à éviter, des pièges ou une posture à aborder pour aujourd'hui les nouveaux porteurs de projets qui veulent se lancer dans le biodéchet face justement à cette réglementation? Alors moi, par rapport, en tant que bureau d'études, je pense qu'il faut vraiment favoriser une très bonne communication avec les inspecteurs. Et je pense que Laurent dira pareil. Oui, je confirme. C'est sûr que nous, le besoin est là, donc il faut se lancer. Effectivement, c'est assez flou pour l'instant. Il y a des choses qui vont encore se caler dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Mais avec une bonne relation avec son inspecteur, on arrive quand même à caler des choses et à pouvoir avancer. On sait qu'on aura sûrement des adaptations et des compléments à faire dans les mois prochains ou dans les années prochaines, qui bouleverseront un peu sûrement le business plan initial. Mais par contre, le besoin est là et donc il faut avancer. Il faut se lancer. Ok, il faut avancer, il faut se lancer, c'est bien noté. Merci beaucoup pour vos remarques. Je propose qu'on passe à la deuxième partie donc de ce webinaire et
et qu'on réponde à des questions de notre audience. Alors, je vais juste afficher les questions qu'on a. Alors, une question, quel est le volume de déchets de GMS déconditionnés et quel volume de soupe produite sur le déconditionneur dans le Var? Donc ça, c'est une question qui s'adresse plutôt à Laurent. Alors, nous, aujourd'hui, on est autorisé pour 10 000 tonnes an. Donc, on a un FlexiDry deuxième génération donc depuis début mai. On traite, alors aujourd'hui, au début, on était à peu près à 40 tonnes semaine. Là, ça commence à monter. On arrive à 100 tonnes semaine pour l'instant. Et en termes de proportion, on est à peu près 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on sort à peu près le même tonnage de soupe que de déchets GMS entrants, puisqu'on a à peu près 10-12% d'emballage et on doit rajouter dans la recette à peu près 10-12% d'eau. Donc, l'un dans l'autre, on retombe à peu près sur une proportion d'1 pour 1. Ok, très, très clair. Et du coup, question liée, que faites-vous des déchets d'emballage? Alors, nous, l'installation de déconditionnement est positionnée sur notre écopôle à Pierrefeu du Var. Donc, il est en lien avec l'installation de stockage de déchets non dangereux qui est sur site. Donc, aujourd'hui, en tout cas, la solution la plus rapide et la plus simple, c'est on les met sur notre zone de stockage. Il n'est pas exclu que par la suite, on envisage de valoriser ces refus, mais ça nécessiterait éventuellement des étapes complémentaires de préparation. Donc, pour l'instant, voilà, on en est on se lance. Donc, pour l'instant, c'est l'enfouissement des déchets d'emballage. Ok, très clair. J'ai une autre question qui vient, et là qui est beaucoup plus axée sur la réglementation, et donc peut-être c'est plus pour Angélique. Les dispositions de la nouvelle rubrique 2783 sont-elles rétroactives et applicables aux unités existantes? Très bonne question. En fait, moi, j'ai plutôt travaillé déjà sur des unités de déconditionnement qui étaient donc auparavant en déclaration. Et en fait, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec des inspecteurs qui m'ont expliqué qu'ils devaient, si jamais ils souhaitaient être en enregistrement, effectivement modifier pas forcément leur mode de fonctionnement, mais plus l'infrastructure. Donc, pour moi, oui. Ok, très clair. Dans le projet d'arrêté, effectivement, il y a un tableau de mise en conformité des installations existantes. Il y a quelques articles vraiment ponctuels qui ne sont pas soumis à cette mise en conformité, mais le gros de l'arrêté et des dispositions seront applicables à terme. Oui. Ok. Merci pour ces compléments d'information. Deuxième question, toujours liée à la réglementation. Est-ce que l'obligation d'aire de lavage et des contenants éventuels dans le projet 2783 permet aux exploitants de ne pas être soumis à la 2795 sur le lavage de fûts, conteneurs, citernes de transport de matières alimentaires? Je sais que par rapport, alors je ne sais pas si je vais répondre correctement à la question, mais je sais que de toute manière, le nettoyage et désinfection des contenants, ainsi que même le lavage des roues de camions doivent être obligatoirement lavés par rapport à l'agrément sanitaire. Okay. Après, peut-être que Laurent pourra effectivement, ça nous est demandé aussi dans le cadre de l'agrément sanitaire, clairement. Oui. Même si on ne fait pas le traitement sur place et que la partie hygiénisation n'est pas sur notre site, puisqu'on fait le traitement à l'extérieur, on a quand même le lavage des bacs, notamment quand ça arrive en caisse-palette, sur site. Après, on n'est pas du tout, nous, soumis à la 2795, donc je ne peux pas répondre sur cet aspect-là. Ok, merci. Je vois, on a beaucoup de questions, donc j'essaie Mawena m'aide à prendre les plus pertinentes pour nous aujourd'hui. Et je précise celles qu'on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. On refera un article publié sur le site de Green Creative où on apportera les réponses pour chaque question. Donc je continue. Avez-vous des informations concernant les seuils à respecter, inertes, lourds, légers, suivant les fractions? Et sur la classification de la soupe, différents seuils à analyse pour normalisation au commerce. Par rapport donc si jamais je dois traduire, par rapport à la qualité de la soupe. En fait, on a bien effectivement des valeurs seuil à respecter au niveau de la pulpe. Et généralement, ce sont les plastiques, par exemple, supérieurs à 2 mm, le verre, etc., et les métaux.
Généralement, les seuils de conformité sont inférieurs à 0,3% sur la matière sèche pour la qualité de la pulpe. OK. Et par rapport à la nouvelle réglementation qui arrive, ça, on n'a pas encore le taux définitif qui sont attendus. Ben, en fait, c'est bien dans le projet d'arrêté. Ah, d'accord. La teneur maximale en impureté est dans le projet d'arrêté. OK, très C'est clair. inférieur à 0,3% sur matière sèche. Très clair. Nous avons une remarque ici. Alors, je cite, « Nous constatons une incohérence sur certains projets biodéchets méthanisation vis-à-vis de l'agrément sanitaire et l'urbanisme. La réglementation sanitaire favorise des traitements hors site. Une autre entité juridique est alors créée à proximité immédiate des sites de méthanisation, mais sur une parcelle agricole. Les parcelles agricoles sont réservées aux activités agricoles. Le traitement de biodéchets ne devrait pas en faire partie. Avez-vous eu affaire à ce genre de cas ? Si oui, quel fut le retour de l'administration ? » Alors, effectivement, j'ai eu ce genre de cas, ce genre de projet. Ça n'a posé aucun problème. Je n'ai pas eu de retour négatif. Et justement, c'était des agriculteurs qui avaient ce type de projet. Et l'unité de déconditionnement ainsi que l'unité d'hygiénisation ne faisaient pas partie, n'étaient pas, sur le même site que l'unité de méthanisation. Et donc, sur une parcelle agricole, et il n'y a eu aucun souci. Nous, sur notre cas, donc, on exporte nos soupes pour se faire traiter à l'extérieur et donc on n'a pas du tout de process d'hygiénisation sur site, elles partent brutes, on va dire. C'est les récepteurs et les installations qui le reçoivent qui les hygiénisent. Par contre, on aurait pu faire le choix de mettre une unité sur site et les envoyer hygiéniser à se faire traiter, ce qui nous aurait ouvert d'ailleurs la palette de sites de traitement. Mais voilà, c'est un choix. Donc la position, en tout cas de notre côté, on n'a pas eu de remarque qu'on ait ou pas l'hygiénisation en couplé avec d'un côté ou soit le déconditionneur, soit le traitement. OK, très clair. Une question, alors ça je pense qui est plutôt pour Laurent. Quel débit de traitement entrée-sortie avec la FlexiDry et quel est le type de déchets entrant? Y a-t-il des contenants en verre avec du plastique dur ou autre? Alors, contenant en verre, on évite au maximum. Ça, on nous a bien dit qu'il fallait éviter de les mettre dans la machine et on comprend bien parce que c'est très abrasif. Et donc, déjà, ça abîme la machine et en plus, après, on le retrouve dans la soupe en termes de paillettes. Donc, il faut vraiment éviter. Donc, ça, nous, c'est la démarche qu'on a auprès de nos fournisseurs et nos apporteurs de déchets, c'est de faire le maximum de tri avant et de faire un peu la police. On refait la police quand ça arrive chez nous. Après, je ne vous cache pas que des fois, il y a des canettes qui passent. C'est quand on a 20 tonnes qui arrivent en sac, il y a une canette au milieu. C'est quand même difficile de la trier. Donc, ça arrive. Donc ça, voilà. Sinon, sur nos types de déchets aujourd'hui, c'est principalement de la GMS. Donc, c'est tout type d'emballage d'invendus de grande surface. Donc, on a vraiment de tout. C'est pareil, les grosses plastiques, quand on a des palettes complètes ou des caissettes en plastique dur, on essaie de les trier avant de la mettre dans la machine pour faciliter les choses. Sinon, tous les autres emballages passent dedans et il n'y a pas de souci. En termes de débit, ça dépend vraiment du type de déchet. Les tests qu'on a fait à la réception de la machine, on était autour de 4 à 5 tonneurs. Sur des déchets plus spécifiques, éventuellement plus humides, on pourrait peut-être monter un peu plus. Donc, c'est très variable, on va dire entre 4 et 10 tonnes selon le type de déchet. OK, merci beaucoup. Je regarde la suite des questions. Concernant la distance des 50 mètres d'habitation, est-ce la maison ou bien est-ce le terrain d'habitation en comprenant garage ou annexe ou bien même l'ensemble du terrain avec jardin qui est... En fait, il faut prendre en compte les limites de propriété. OK, donc l'ensemble. Très clair. Alors, une dernière question, je pense. Attendez, je lis. Alors, quel avenir est à attendre pour les digestats de soupes biodéchets en agriculture biologique? Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Quand on parle de digestat, c'est en aval de la méta, du coup, d'une méthanisation. Oui.
Donc, nous c'est le souci qu'on a chez nous, c'est qu'on n'a pas de grande plaine de céréales pour répandre de digestat. Dans le Var, on a soit des forêts, soit du bâti, soit des vignes. Donc, c'est l'un des soucis. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, voire pas de projet de méthanisation dans le secteur. Donc voilà, après, c'est effectivement, à ce niveau-là, nous, on n'a pas avancé plus loin parce qu'on n'a pas trouvé de débouché d'épandage pour le digestat. Donc, on a posé le crayon et le projet, pour l'instant, est en stand-by pour cette raison-là. OK, merci. Donc, on a encore quelques questions. Je vois, est-ce que des biodéchets ménagers collectés en sac doivent passer par une ligne de déconditionnement? Si oui, pourquoi? Et est-ce vraiment économiquement pertinent? Alors aujourd'hui, nous, on en a. Alors aujourd'hui, on reçoit nous principalement de la GMS, comme je le disais, donc les grandes moyennes surfaces. On reçoit un peu, notamment l'été, on fait le tour, notamment du Golfe Saint-Tropez, etc., pour tout ce qui est résidus de restaurants. On a très peu pour l'instant de collecte sélective de particuliers, enfin de collectivités en biodéchets. Oui, si c'est en collecté en sac, le plus simple, c'est de le mettre dans un déconditionneur. Ne serait-ce que pour enlever le sac, sinon il faut les vider à la main, c'est tout bête. Et de toute façon, nous, comme on est positionné où on exporte notre soupe, j'irais même les déchets qui sont très peu conditionnés, on les passe dedans pour qu'on n'ait une seule cuve de soupe et que toute la soupe se retrouve au même endroit et parte. Donc, pour la facilité de manutention, on fait passer les déchets, même très peu conditionnés. Mais de toute façon, vider les sacs un à un à la main, ce serait autant le mettre dans la machine, clairement. OK. Est-ce que, alors j'ai une dernière question. Est-ce que c'est possible un délai d'entreposage de 48 heures de la soupe du déconditionnement? Alors, je sais que le projet d'arrêté fixe effectivement les temps de séjour. Il n'y a aucun souci pour les 48 heures, mais par contre, il faudra bien le stipuler dans le dossier de demande d'agrément sanitaire avec la démarche HACCP. Il me semble même que pour les périodes de week-end, c'est étendu à 72 heures, je crois, dans le projet. C'est 72 heures, oui. C'est bien ça. Et donc, nous, de toute façon, on a prévu, nous, une cuve qui nous permet de tenir 2-3 jours max. Donc, de toute façon, physiquement sur site, on ne pourra pas tenir plus que les 40 à 72 heures. Donc on les évacue au fur et à mesure. Donc, on a notre trader en soupe qui vient nous chercher nos soupes 2 fois par semaine environ. OK, super clair, merci. Et alors, une toute dernière question, parce qu'il il y en a. Alors, bonjour, je suis en train d'industrialiser une poubelle combinée, tri, pesée et broyage des déchets organiques. Pensez-vous qu'une aide des communes peut être possible pour aider l'investissement et donc le tri des déchets à la source via les habitants, un peu comme l'aide à l'accès au vélo électrique? Alors, je sais qu'actuellement, il y a donc, on peut bénéficier d'aide auprès de l'ADEME. Par contre, après, créer des partenariats avec les collectivités, oui, mais jusqu'à un financement, ça, je ne peux pas forcément y répondre. Je pense que c'est au cas par cas. Oui, alors j'ajouterais aussi que, donc, Angélique, vous avez cité l'ADEME et il y a aussi la BPI, la Banque publique d'investissement, qui fournit des aides et souvent à travers des appels à projets pour des territoires spécifiques qui peuvent être intéressants pour la personne qui a posé la question. Pour information, nous, on a fait une demande de subvention, mais c'est pour un projet global déconditionneur et traitement. La partie déconditionneur tout seul, si elle avait été toute seule, on n'aurait pas eu de subvention. Mais c'est un appel à projet de l'ADEME et de la région PACA, à Sud. OK, très clair. Merci. 14h30, je vois qu'on touche à la fin de notre webinaire. Avant de vous remercier et de terminer, je voudrais juste faire une rapide annonce de la part de Green Creative. C'est qu'on sort aujourd'hui notre nouveau livre blanc sur les 10 points essentiels à connaître pour se lancer dans le biodéchet, où il est question justement, par exemple, de ces questions de financement. Vous pouvez retrouver là-dedans. Donc, je vous laisse aller regarder sur notre site internet. Il est disponible gratuitement. Angélique, Laurent, merci beaucoup pour vos témoignages et votre intervention. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.